L'histoire regorge de grandes idées. Cette vidéo porte sur les autres, celles que les gens ont mises sur leur corps. Nous allons explorer les choses les plus impraticables, dangereuses et carrément stupides que l'humanité ait jamais qualifiées de mode. Du maquillage mortel qui corrodait la peau aux coiffures, qui constituait un risque d'incendie littéral et bien documenté. Préparez-vous pour un tour d'horizon de décisions historiques qui défient toute logique. 1. Faisons un voyage à la plage, aux alentours de 1910. Vous avez décidé d'aller nager, alors vous enfilez votre plus beau costume de bain. C'est un vêtement pudique, couvrant tout le corps, fait de laine épaisse et lourde. Avant même d'apercevoir l'eau, vous portez essentiellement un pull chaud et qui gratte en plein jour d'été. Mais la véritable horreur commence quand vous faites le grand plongeon. Ce maillot en laine, conçu pour la pudeur, devient instantanément votre pire ennemi, absorbant une quantité incroyable d'eau. Il se transforme d'un vêtement en un sac gorgé d'eau, s'étirant, pendouillant et menaçant de vous entraîner sous l'eau par son poids considérable. Sortir de l'eau était un combat contre la gravité tandis que votre maillot, désormais 3 fois sa taille d'origine, tentait de s'enfuir vers vos chevilles. C'était moins un maillot de bain qu'un dispositif de noyade personnel conçu par quelqu'un qui détestait le plaisir. 2. Dans les années 1770, la haute société française décida que les cheveux ne devaient pas simplement être coiffés. Ils devaient être une véritable production théâtrale à part entière. Les coiffures des femmes devinrent de véritables monuments imposants d'expression personnelle, et pour célébrer une grande victoire navale, il devint à la mode d'incorporer un modèle réduit de navire de guerre littéral, entièrement gréé, dans sa coiffure. Ce n'était pas un simple accessoire. C'était une structure complexe construite sur une armature en fil de fer, garnie de coussinets en crin de cheval et collée avec de la pommade à base de graisse animale. Ensuite, l'ensemble de cette mixture inflammable était saupoudré de farine blanche. Ces créations étaient si énormes que les femmes devaient voyager assises sur le plancher de leur carrosse et ne pouvaient pas passer par les portes standards. C'était le symbole de statut ultime, une déclaration que vous étiez si importante que votre tête était un monument national. 3. Un sourire éclatant était l'accessoire ultime au XVIIIe et XIXe siècle. Mais l'obtenir était une affaire véritablement macabre. Si vous étiez riche et que vous aviez perdu vos dents, vous n'obteniez pas des facettes en porcelaine. Vous obteniez ce que l'on appelait sinistrement les dents de Waterloo. Ce n'était pas qu'un simple nom de marque. Les prothèses dentaires les plus fines et les plus réalistes étaient fabriquées à partir de véritables dents humaines, et l'approvisionnement le plus frais provenait directement des champs de bataille d'Europe. De macabres entrepreneurs suivaient les armées, arrachant les dents de la bouche des milliers de jeunes soldats en bonne santé qui venaient de tomber au combat. Celles-ci étaient ensuite vendues à des dentistes haut de gamme qui les faisaient bouillir, les façonnaient et les montaient sur des bases en ivoire pour leur clientèle aristocratique. Ce sourire charmant que vous voyez sur un portrait de l'époque géorgienne pourrait bien avoir été pillé sur un cadavre. 4. Lorsqu'un groupe de jeunes Anglais fortunés rentra de son grand tour d'Italie dans les années 1760, ils rapportèrent avec eux une obsession pour les pâtes et une coiffure qui criait « J'ai plus d'argent que de bon sens ». On les surnomma les macaronis, et leur marque de fabrique était une perruque poudrée ridiculement haute, souvent surmontée d'un minuscule chapeau perché de manière comique au sommet. La tenue structurelle de la perruque reposait sur une pommade grasse, souvent à base de graisse fondue d'ours ou de porc, que l'on recouvrait ensuite d'une épaisse couche de poudre blanche à base de plomb. Ce mélange parfumé et collant constituait une invitation ouverte pour toutes sortes de vermines, et il était effroyablement courant que ces perruques se retrouvent infestées de poux et, dit-on, servent même de nid aux souris. C'était une déclaration de mode audacieuse qui faisait aussi office de risque biologique ambulant et personnel. 5. Au début du XXe siècle, les créateurs de mode dévoilèrent une invention qui semblait intentionnellement conçue pour punir les femmes d'avoir l'audace de marcher. On l'appelait la jupe entravée, et elle faisait exactement ce que son nom suggère. Elle les entravait. La coupe était si agressivement étroite et contraignante en dessous des genoux qu'il était impossible de faire un pas normal. Les femmes étaient contraintes d'adopter un petit pas maladroit et saccadé, une démarche de souris, rien que pour avancer.
Cela transformait les activités quotidiennes, comme monter des escaliers ou simplement traverser une rue avant que le feu ne change, en une aventure périlleuse. À une époque où l'automobile n'était pas encore répandue, cette mode transformait la marche, le moyen de locomotion le plus élémentaire, en un spectacle ridicule et dangereux. Le tout pour l'amour d'une silhouette élancée. 6. Si vous pensez que les chaussures à plateforme d'aujourd'hui sont extrêmes, permettez-moi de vous présenter leur ancêtre vénitien du XVIe siècle, la chopine. Ce n'était pas de simples chaussures, c'était des tours portables. Avec des plateformes en liège ou en bois atteignant jusqu'à 50 cm de haut, soit près de 20 pouces, leur fonction principale était de signaler une richesse et un statut extrême. Plus vos chopines étaient hautes, plus vous étiez importante, et plus votre robe devait être démesurément longue et coûteuse. Bien entendu, se déplacer sur ces engins relevait de l'impossibilité physique sans assistance. Une femme noble, chaussée de chopines, avait besoin de 2 serviteurs, un de chaque côté, faisant office de stabilisateurs humains, rien que pour se dandiner dans la rue. C'était la déclaration de mode ultime qui disait « Je suis si riche que j'ai délégué la fonction élémentaire de marcher ». 7. À l'époque élisabéthaine, le physique masculin idéal reposait moins sur la musculature que sur un volume artificiel et imposant. Le secret de cette silhouette puissante résidait dans une technique appelée bombasting, qui consistait essentiellement à transformer ses vêtements en meubles rembourrés. Les hommes garnissaient leurs pourpoints, leurs manches et leurs hauts de chausses d'une quantité stupéfiante de rembourrage, crin de cheval, laine, coton, chiffon et même sciure de bois. Cela créait une forme comiquement exagérée, avec un torse massif et un ventre arrondi en peascod belly, qui saillait de manière agressive. Le résultat était un noble raide, presque sphérique, d'apparence incroyablement imposante, mais incapable de se pencher, de s'asseoir confortablement, ni même probablement de s'habiller tout seul. C'était une course au rembourrage aussi bizarre qu'absurde, où le statut se mesurait à la quantité de garniture inutile que l'on pouvait faire entrer dans son pantalon. 8. Les perruques poudrées, qui définissaient la mode aristocratique au XVIIe et XVIIIe siècle, étaient des symboles d'élégance, mais la chaîne d'approvisionnement qui les alimentait était tout sauf élégante. Pour obtenir un aspect naturel, les perruques les plus convoitées étaient fabriquées à 100% en cheveux humains, et le marché de cette matière première était vaste et troublant. Les perruquiers se procuraient les cheveux auprès de sources variées, exploitant souvent les plus vulnérables. Des femmes dans la misère vendèrent leurs longues chevelures pour quelques pièces, les prisons rasèrent la tête des nouveaux détenus, et les hôpitaux coupèrent les cheveux des malades fiévreux. Plus macabre encore, il était courant de prélever les cheveux des personnes récemment décédées, ce qui signifie que la belle perruque fluide d'une duchesse pouvait fort bien être un mélange de cheveux d'une paysanne, d'un criminel et d'un cadavre encore frais. 9. Au milieu du XIXe siècle, la silhouette féminine idéale évoquait une immense cloche, et la technologie pour y parvenir était la crinoline. Il ne s'agissait pas d'un simple jupon. C'était une cache pliable faite de cerceaux d'acier et de rubans de tissu portés sous la jupe. Si elle libérait les femmes de multiples couches de jupons pesants, elle introduisait toute une série de problèmes absurdes. Une femme portant une crinoline occupait l'espace d'environ 3 personnes, rendant impossible le franchissement d'une porte sans une manœuvre complexe de biais. S'asseoir sur un canapé était un pari risqué, susceptible de faire basculer toute la cage par-dessus la tête. Une rafale de vent soudaine pouvait vous transformer en un parachute involontaire et fort peu digne. Plus terrifiant encore, ces cages étaient de véritables pièges mortels hautement inflammables. Leur large circonférence facilitait le contact avec un feu ouvert ou une braise égarée, et d'innombrables femmes périrent brûlées vives, prisonnières de leurs propres cages à la mode. 10. Les années folles nous ont donné l'emblématique flapper, symbole de rébellion moderne et de liberté. Elles nous ont aussi donné le chapeau cloche, un accessoire de mode qui semblait déterminé à contrecarrer tous ces progrès en rendant les femmes pratiquement aveugles. Ce chapeau profond, en forme de cloche, était conçu pour être enfoncé très bas, couvrant souvent tout le front et descendant jusqu'aux sourcils. Pour voir autre chose que ses propres pieds, on était obligé de marcher le menton relevé en permanence dans une pose d'arrogance apparente. Cela créait un angle mort considérable
transformant le simple fait de traverser une rue, désormais grouillante de la nouvelle menace que représentaient les automobiles, en un jeu de hasard potentiellement mortel. C'était une tendance qui capturait parfaitement l'esprit de l'époque, chic, moderne et dangereusement téméraire. 11. Juste au moment où l'on pensait que l'obsession de la mode pour la modification corporelle ne pouvait pas devenir plus étrange, la fin du 19e siècle introduisit le faux cul. Après le règne de la crinoline englobante, le volume de la jupe se déplaça radicalement vers l'arrière. Le faux cul était un ouvrage d'ingénierie. Une cage en fil de fer, un ensemble de demi-cerceaux en acier ou un coussin rembourré de crin de cheval, sanglé directement sur le postérieur d'une femme. Son unique objectif était de créer une protrusion massive, semblable à une étagère, sur laquelle le tissu de la robe se draperait, produisant une silhouette en S extrêmement prononcée. C'était l'équivalent anatomique d'un centaure, conçu pour donner au postérieur d'une femme l'apparence d'un meuble sur lequel on pourrait poser un service à thé. C'était un dispositif bizarre et encombrant qui prouve qu'il n'existe aucune partie du corps humain que la mode ne tentera pas de gonfler artificiellement. 12. L'époque victorienne fut l'âge d'or des pilosités faciales magnifiques et élaborées. La moustache d'un homme était sa fierté, une œuvre d'art que l'on cirait, bouclait et sculptait avec une précision militaire. Mais ce chef-d'œuvre de toilettage avait un ennemi mortel, la tasse de thé. Pour prévenir la tragédie d'une moustache ramollie et détrempée, un brillant inventeur créa la tasse à moustache. Il s'agissait d'une tasse dotée d'un petit rebord en céramique intégré, ou garde, qui s'étendait en travers du bord. Cette simple cloison protégeait la glorieuse végétation de la vapeur et des gouttes, permettant à un gentleman de siroter sa boisson sans craindre de ruiner sa lèvre supérieure soigneusement coiffée. C'était une solution ultra spécifique à un problème très particulier, et un parfait témoignage du sérieux avec lequel les Victoriens prenaient l'intégrité structurelle de leur pilosité faciale. 13. Bien avant que les hommes ne s'obsèdent pour les curls de biceps, le summum de l'attractivité masculine au XVIIIe et XIXe siècle résidait dans une paire de mollets galbés et bien dessinés. Comme la mode masculine imposait des culottes ajustées et des bas de soie, une jambe musclée s'offrait pleinement au regard. Pour les gentilshommes que la nature n'avait pas dotés de mollets athlétiques, point besoin de désespérer, il suffisait de les acheter. Les hommes portaient des faux mollets, des rembourrages en liège, en tissu, voire en bois, attachés à leur tibia sous leur bas. Cela créait l'illusion d'une jambe forte et robuste, un peu comme un soutien-gorge rembourré de nos jours. C'était une forme de tromperie vestimentaire répandue et ouvertement reconnue, prouvant que la vanité masculine et le désir de mettre en valeur ses atouts ne sont assurément pas une invention moderne. 14. Si vous pouviez remonter le temps jusqu'à la Grèce antique ou la Rome antique, vous découvririez que l'un de nos désagréments esthétiques modernes était pour eux l'idéal de beauté ultime, le mono-sourcil. Loin d'être épilé à la pince ou à la cire jusqu'à disparaître, un sourcil unique et continu était considéré comme le comble absolu de la beauté, et un signe évident de grande intelligence et de pureté chez les femmes. Pour celles que la génétique n'avait pas gratifié d'un sourcil continu, le simulé était une priorité absolue. Elles utilisèrent des poudres comme le kohl ou l'antimoine pour peindre soigneusement un pont entre leurs sourcils, créant l'illusion d'un seul et glorieux trait unifié. Pour un rendu plus texturé, certaines femmes allaient jusqu'à utiliser de la résine d'arbre pour coller des morceaux de poils de chèvre. C'est un rappel saisissant que les normes de beauté sont totalement arbitraires et souvent parfaitement ridicules. 15. L'emblématique chapeau de princesse que l'on voit dans les contes de fées s'inspire d'un couvre-chef réel et parfaitement peu pratique du XVe siècle appelé le hennin. Il s'agissait d'un haut chapeau en forme de cône ou de clocher porté par les nobles européennes, et sa hauteur était un indicateur direct du rang social de celle qui le portait. L'épouse d'un noble pouvait arborer un cône d'un pied de haut, tandis qu'une princesse pouvait en porter un atteignant 3 pieds. Maintenir en équilibre ce cône imposant, souvent incrusté de pierres précieuses, était un exploit en soi, et il s'accompagnait généralement d'un long voile fluide qui retombait depuis la pointe. Au-delà de la menace permanente de basculer, le hennin transformait les déplacements quotidiens en véritables cauchemars logistiques.
Celles qui le portaient devaient perfectionner une posture constamment voûtée pour passer les embrasures de porte, ce qui leur donnait moins l'allure de figure royale que l'air de chercher perpétuellement une lentille de contact égarée. 16. La coiffure à la Fontange était une tendance née d'un heureux accident qui dégénéra rapidement en folie architecturale. Selon l'histoire, tout commença à la fin du XVIIe siècle, lorsqu'une maîtresse du roi Louis XIV vit ses cheveux se défaire au cours d'une chasse et les rattacha à la hâte avec sa jarretière. Le roi adora le résultat, et ainsi, un engouement fut déclenché. Mais c'était la cour du roi Soleil, où la modération était un concept étranger. Le simple arrangement de rubans se transforma rapidement en une structure imposante faite de dentelles plissées, de rubans et de cheveux montés sur une armature de fil de fer. Elle grandit progressivement chaque année, atteignant des hauteurs si absurdes que les coiffeurs furent surnommés architectes. C'était un monument inflammable défiant la gravité, érigé au gré d'un caprice royal qui devint si déséquilibré et ridicule qu'il finit par s'effondrer sous son propre poids à la mode. 17. Les années 1940 et 1950 nous ont donné de nombreux looks emblématiques, mais aucun n'était aussi agressivement pointu que le soutien-gorge obus. Ce n'était pas un sous-vêtement conçu pour un maintien discret. C'était un véritable système d'armement lingerie. Ce soutien-gorge présentait des bonnets nettement coniques, cousus en spirale, qui transformaient la poitrine naturelle d'une femme en une paire de projectiles en forme de torpille. Popularisé par les sweater girls d'Hollywood comme Jane Russell, le look se voulait spectaculaire et accrocheur, et il y parvenait assurément. L'effet était si extrême que cela ressemblait moins à une anatomie naturelle qu'à une tentative de faire passer en contrebande 2 cornets de glace sous son pull. C'était un moment bizarre de la mode où la silhouette féminine idéale était apparemment calquée sur le pare-choc avant d'une Cadillac de 1957. C'est un look qui capture parfaitement le mélange de glamour et d'hostilité à peine dissimulée de l'après-guerre. 18. Pendant 1000 ans en Chine, l'un des symboles de beauté les plus vénérés était une difformité physique obtenue par une cruauté inimaginable, la pratique du bandage des pieds. Dès l'âge de 4 ans, les pieds des fillettes étaient brisés et étroitement enveloppés de bandages, forçant la voûte plantaire à s'effondrer et les orteils à se replier sous la plante du pied. L'objectif était de créer un minuscule pied de lotus de 3 pouces, considéré comme le summum du raffinement féminin et de l'érotisme. Une femme aux pieds bandés était un symbole de prestige pour sa famille, prouvant qu'elle était assez riche pour que celle-ci n'ait jamais besoin de travailler ni même de marcher convenablement. Elle était un bel ornement estropié, condamné à boitiller dans la douleur pour le restant de ses jours. C'est l'un des exemples les plus brutaux de l'histoire où la mode servit d'instrument de contrôle patriarcal. Une tendance horrifiante où la souffrance extrême fut rebaptisée beauté exquise. 19. La quête d'un teint pâle a connu bien des tournants étranges. Mais peu furent aussi autodestructeurs que la mode du XVIe siècle, consistant à utiliser le cérus vénitien. Il s'agissait d'un blanchisseur de peau très convoité, une pâte épaisse fabriquée à partir d'un mélange de vinaigre et de blanc de plomb. Les femmes aristocratiques, et plus célèbrement la reine Élisabeth I, enduisaient cette mixture toxique sur tout leur visage, leur cou et leur poitrine afin d'obtenir un teint spectral, d'un blanc de porcelaine signifiant qu'elles n'avaient jamais eu à peiner au soleil. Le problème, c'est que c'était du pur poison. L'usage prolongé corrodait la peau, provoquant des cicatrices permanentes, ce qui nécessitait ensuite encore plus de cérus pour les dissimuler, créant ainsi un cercle vicieux. Cela entraînait également la chute des cheveux, la dégradation des dents et un grave saturnisme, pouvant aboutir à la paralysie et à la mort. Elle mourait littéralement pour la beauté, s'empoisonnant lentement pour l'amour d'un visage parfaitement blanc. 20. Une fois obtenu le teint parfait et mortellement pâle grâce à votre maquillage préféré à base de plomb, l'étape suivante pour une véritable fashionista du XVIIIe siècle consistait à souligner à quel point votre peau était délicate et translucide. Et quel meilleur moyen pour cela que de se dessiner un réseau de fausses veines. Pour mettre en valeur leur supposée fragilité aristocratique, certaines femmes prenaient un crayon bleu à pointe fine et traçaient délicatement un réseau de veines sur leur cou, leur poitrine et leurs épaules. C'était la démonstration subtile par excellence,
une manière de dire « Mon sang est si bleu et ma peau est si claire que vous pouvez pratiquement voir à travers moi ». C'était une touche bizarre, presque vampirique, de fausse vulnérabilité, un détail final qui élevait l'art de la beauté artificielle à un tout autre niveau, légèrement dérangeant. C'était l'équivalent historique du contouring d'aujourd'hui, mais appliqué à votre système circulatoire. 21. À la fin du Moyen Âge et au début de la Renaissance, le visage féminin idéal arborait un front haut, lisse et vaste, considéré comme un signe de sagesse et d'aristocratie. Pour atteindre ce look, les femmes allaient jusqu'à des extrêmes. Elles épilaient ou rasaient méticuleusement leurs lignes de cheveux, retirant parfois plusieurs centimètres de chevelure afin de créer un front immense et bombé. Mais elles ne s'arrêtaient pas là. Pour allonger davantage le visage et attirer toute l'attention sur ce magnifique front, elles s'épilaient également la plupart, voire la totalité, de leurs sourcils et même de leurs cils. Le résultat était une apparence étrange, sereine et presque extraterrestre, considérée comme le summum du raffinement. C'est un rappel puissant que, quelle que soit votre corvée beauté la moins appréciée, les femmes médiévales en pratiquaient probablement une version plus douloureuse et plus extrême. 22. Dans les cours royales de l'Europe des XVIIe et XVIIIe siècles, une minuscule marque sur le visage pouvait en dire long. Il s'agissait des mouches, ces petits morceaux de velours noir, de soie ou de taffetas découpés en forme de cercle, de cœur, d'étoiles ou même de carrosses tirées par des chevaux. On les collait sur le visage, en apparence pour dissimuler des imperfections ou des cicatrices de variole, mais elles se transformèrent rapidement en un langage secret, complexe et chargé de séduction. L'emplacement d'une seule mouche constituait un message codé. Une mouche près de l'œil signifiait « Je suis une amante passionnée », une sur la joue indiquait que l'on était marié, tandis qu'une mouche sur la lèvre supérieure déclarait que l'on était libre et disponible. C'était un système sophistiqué de communication non verbale, permettant aux courtisans de colporter des ragots, de flirter et de négocier des aventures par le simple placement d'un point noir. Cela transformait le visage humain en un véritable tableau d'affichage public pour les intentions amoureuses. 23. Pendant des siècles, un sourire éclatant et blanc a été la norme de beauté en Occident. Mais au Japon, pendant très longtemps, c'était exactement l'inverse qui prévalait. La pratique de l'ohaguro consistait à teindre intentionnellement ses dents en noir de jais. Cela était considéré comme une marque d'immense beauté, de raffinement et de fidélité conjugale. Le processus était un rituel minutieux impliquant une préparation au goût infect, composée de limaille de fer dissoute dans du vinaigre, que l'on mélangeait ensuite à des tanins végétaux. Ce liquide était appliqué quotidiennement sur les dents, créant une finition noire durable semblable à de la laque. Bien que cela puisse nous paraître étrange, le noircissement des dents était censé compléter le maquillage pâle du visage en vigueur à l'époque, et l'on croyait également qu'il aidait à prévenir les caries dentaires. C'était une déclaration de beauté profonde qui transformait ce que nous considérons comme un cauchemar dentaire en symbole ultime d'élégance civilisée. 24. Les yeux sont le miroir de l'âme, et dans l'Italie de la Renaissance, les femmes voulaient que ces miroirs soient aussi grands et captivants que possible. Pour y parvenir, elles se tournèrent vers une plante au nom d'une beauté trompeuse, la belladonna, qui se traduit littéralement par belle dame. Elle pressait le jus des baies vénéneuses de cette mortelle plante de la famille des Solanacées et en appliquait dans les gouttes directement dans leurs yeux. Le principe actif, l'atropine, bloquait les récepteurs des muscles oculaires, provoquant une dilatation spectaculaire des pupilles. Cela créait un regard sombre, envoûtant, aux yeux de biche, considéré comme irrésistible. L'inconvénient évident était que cela provoquait également une vision déformée, une incapacité à faire la mise au point sur les objets proches et, en cas d'usage prolongé, pouvait entraîner une sensibilité à la lumière, une accélération du rythme cardiaque et, à terme, la cécité. C'était un pari dangereux, brouiller sa propre vision du monde pour le seul plaisir d'être plus belle à regarder. Entre 25. Vous trouvez les standards de beauté d'aujourd'hui exigeants? Dans de nombreuses cultures anciennes à travers le monde, le symbole ultime de statut était un crâne entièrement remodelé.
La pratique de la déformation crânienne artificielle consistait à bander la tête d'un nourrisson alors que le crâne était encore mou et malléable. En appliquant une pression constante à l'aide de planchettes, de coussinets et de bandelettes de tissu serré, le crâne pouvait être modelé en une variété de formes désirables, le plus souvent une forme allongée et conique. Cette pratique était répandue dans des cultures aussi diverses que les Huns, les Mayas, certains anciens Égyptiens et même certains groupes en France. Une tête spectaculairement allongée était un marqueur clair, permanent et très visible de noblesse. C'était le signe que l'on appartenait à une classe d'élite si élevée au-dessus du peuple ordinaire, à la tête ronde, que l'on semblait relever d'une espèce tout à fait différente. C'était peut-être la déclaration de mode la plus extrême et la plus irréversible de l'histoire de l'humanité. 26. Pour le gentleman à la mode de la fin du XVIIIe siècle, une canne de marche était bien plus qu'un simple appui ou une arme. C'était un accessoire sophistiqué et multifonctionnel, une sorte de proto-couteau suisse pour l'élite. On les appelait bibliothèques ambulantes, ou cannes à système, et elles étaient ingénieusement évidées pour renfermer un monde secret de gadgets et de commodités. Si une épée dissimulée était chose courante, la canne d'un véritable connaisseur pouvait également contenir une longue vue pour espionner ses rivaux à l'opéra, une flasque pour une gorgée discrète de cognac, un nécessaire d'écriture pour noter une inspiration soudaine, ou même une trousse à outils miniature. Certaines étaient même équipées d'instruments de musique ou de cannes à pêche. C'était l'accessoire ultime pour un homme qui souhaitait projeter l'image de quelqu'un prêt à affronter absolument n'importe quelle situation, du duel à l'envie soudaine d'aller pêcher. 27. Au cours du Haut Moyen Âge, le statut d'un homme pouvait se mesurer à la longueur de ses orteils, ou plutôt, à la longueur des pointes de ses chaussures. C'était l'époque de la Krakow, ou poulaine, une chaussure dotée d'une pointe bizarrement allongée qui pouvait s'étendre jusqu'à 60 cm au-delà du pied lui-même. La longueur était strictement réglementée par la loi. Un prince pouvait porter des pointes de n'importe quelle longueur. Celle d'un noble pouvait atteindre 60 cm, celle d'un gentleman 30 cm, et celle d'un roturier un maigre 15 cm. Ces pointes ridiculement longues rendèrent la marche maladroite et traînante. Et pour les versions les plus extrêmes, la pointe devait être rattachée par une petite chaîne au genou du porteur, simplement pour l'empêcher de trébucher sur ses propres pieds. Ce fut l'une des tendances de chaussures les plus impraticables et les plus grotesques de l'histoire, prouvant que les hommes sont prêts à tout pour gagner quelques centimètres. 28. Pourquoi se contenter d'une seule couleur quand on peut en porter deux, voire quatre, en même temps? Au XIVe et XVe siècle, une mode audacieuse et populaire chez les aristocrates européens était le vêtement mi-parti. Il s'agissait de confectionner un seul vêtement, dont les côtés gauche et droit étaient réalisés dans des tissus et des couleurs totalement différents, souvent discordants. Un noble pouvait porter une tunique d'un bleu éclatant d'un côté et rouge sang de l'autre. Cela s'étendait aux jambes, où l'on portait un bas vert et un bas jaune, un style connu sous le nom de mi-parti. Ce style frappant et asymétrique était un moyen d'afficher les couleurs héraldiques de la famille ou simplement d'étaler sa richesse, car il fallait acheter et faire tailler plusieurs tissus coûteux pour une seule tenue. Cela transformait le corps humain en un blason ambulant, une déclaration de mode éclatante et tout à fait littérale. 29. Dans l'Angleterre élisabéthaine, une bonne hygiène dentaire était rare, mais montrer que l'on s'en souciait représentait le summum de l'élégance. Alors que la plupart des gens avaient les dents rongées par le sucre, les véritablement riches arboraient un accessoire bien particulier, un cure-dent. Mais il ne s'agissait pas d'un quelconque petit morceau de bois jetable. Un cure-dent aristocratique était un somptueux bijou, souvent fabriqué en or, serti de pierres précieuses et porté autour du cou à une chaîne comme un pendentif. Après un repas, il était considéré comme un geste de pouvoir raffiné que de sortir ostensiblement son cure-dent orné de joyaux et de se nettoyer méticuleusement les dents devant tout le monde. C'était une manière subtile d'afficher non seulement sa richesse, mais aussi le fait que l'on venait de prendre un repas suffisamment copieux pour nécessiter un nettoyage et que l'on avait encore des dents à nettoyer. 30. Dans la Chine impériale sous la dynastie Qing, l'un des symboles les plus puissants du statut d'élite était quelque chose que l'on pouvait cultiver soi-même.
des ongles extraordinairement longs. Les lettrés de haut rang, les mandarins et les aristocrates laissaient pousser les ongles d'une ou des deux mains, en particulier ceux de l'auriculaire et de l'annulaire, jusqu'à atteindre plusieurs pouces de longueur, s'enroulant parfois en d'élégantes spirales. C'était la preuve ultime qu'ils appartenaient à la classe oisive, qu'ils n'avaient jamais accompli et n'accompliraient jamais aucune forme de travail manuel. Des ongles aussi délicats se seraient cassés instantanément au moindre effort physique. Pour protéger ces symboles de leur oisiveté, ils portaient des protège-ongles ornementés, incrustés de pierres précieuses, en or ou en argent. C'était un engagement de toute une vie envers une mode, qui rendait les mains presque totalement inutiles, les transformant en un témoignage vivant de sa propre existence dorée. 31. La collerette massive en forme de roue, caractéristique de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle, est une icône des portraits élisabétains et jacobéens. C'était un symbole d'extrême richesse et de statut social, confectionné en lin fin plissé en d'intriqués plis en forme de 8, amidonné et soutenu par une armature métallique. Mais si ces collerettes avaient une allure royale, elles étaient un véritable cauchemar pratique, surtout au moment des repas. La simple circonférence d'une grande fraise rendait physiquement impossible de porter la nourriture de l'assiette à la bouche avec un ustensile ordinaire. Cela conduisit à la popularisation de fourchettes et de cuillères à manche extra longs, permettant à celui qui la portait de contourner l'obstacle de son propre col. C'était une mode encombrante et rigide pour la nuque, si contraignante qu'elle nécessitait littéralement son propre jeu de couverts spécialisé, simplement pour que son porteur ne meure pas de faim. 32. Le corset est célèbrement associé à la mode féminine, symbole de normes de beauté restrictives. Mais pendant une période significative du XIXe siècle, les hommes aussi se comprimaient dans ces vêtements de mise en forme du corps. Le dandy, un homme voué à un style impeccable et à une apparence raffinée, portait souvent un corset pour obtenir la silhouette masculine à la mode de l'époque. Une taille étroite dite de guêpe, un torse large et une posture droite, quasi militaire. C'était considéré comme indispensable pour obtenir une ligne nette et ajustée sous le gilet et la redingote. Si certains prétendaient que c'était pour le maintien postural, il s'agissait en réalité de pure vanité. Cette tendance fut fréquemment moquée dans les caricatures satiriques de l'époque, qui représentaient pour des hommes peinant à respirer ou se faisant étroitement lasser par leurs valets. C'est un rappel formidable que la quête absurde et douloureuse d'un physique parfait n'a jamais été l'apanage d'un seul genre. 33. Aujourd'hui, nous disposons de mascaras capables de survivre à une piscine et à un film tire-larme de 2 heures. Mais au début du XXe siècle, les premiers mascaras commercialisés étaient une affaire bien plus rudimentaire et désastreuse. La recette relevait moins de la science cosmétique que de l'expérience de garage. Un simple et charmant mélange de vaseline et de fines poussières de charbon. Cette pâte noire et visqueuse faisait un travail honorable pour foncer les cils, mais elle présentait un défaut de conception catastrophique. Sa résistance à l'eau était celle d'un essuie-tout. La moindre provocation, qu'il s'agisse d'une seule larme d'émotion, d'un peu d'humidité ou d'une averse soudaine, faisait instantanément se dissoudre la préparation. Le résultat n'était pas une simple bavure, c'était un effondrement facial en bonne et due forme, le mélange noir ruisselant sur le visage en de spectaculaires rivières d'encre. C'était un look qui évoquait moins le glamour hollywoodien qu'un raton laveur gothique en pleine crise existentielle. C'était un produit de maquillage qui garantissait que le moindre moment d'émotion se transformerait instantanément en un spectacle public de désastre cosmétique. Ce n'était qu'un aperçu du vaste musée des mauvais choix vestimentaires. Nous en avons couvert 33, mais l'histoire en regorge de centaines d'autres. En fait, il existe une tendance célèbrement idiote que nous n'avons même pas abordée. Quel est le crime de mode le plus impardonnable que nous avons oublié d'inclure dans cette liste? Révélez nos angles morts historiques dans les commentaires. Tant que vous y êtes, un like et un abonnement nous aident à mettre au jour davantage de terribles décisions de l'humanité.